Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève a adopté les documents finaux résultant de l'examen périodique universel de l'Algérie lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU par rapport aux recommandations formulées au mois de décembre dernier. La présidence du Conseil a indiqué que l'Algérie avait accepté 216 des 290 recommandations reçues, pris note de 70 recommandations et fourni des clarifications sur 4 autres. À propos de la question des défenseurs des droits de l'homme, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, M. Lezhar Soualem, a rappelé que la Déclaration des Nations Unies les concernant a pour nom officiel Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues, et que ces personnes ont donc aussi des responsabilités. M. Soualem a estimé par ailleurs qu'il n'est pas correct ni soutenable de dire que la justice n'est pas indépendante en Algérie. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, organe composé majoritairement de magistrats qui en Algérie organisent et gèrent les affectations et les carrières des magistrats. Dans le même ordre, pour ce qui est de la question du terrorisme, celui-ci a rappelé que la communauté internationale n'est toujours pas parvenue à ce jour à une définition agréée partout du dit phénomène. L'Algérie applique une définition du terrorisme qui correspond à son contexte et à sa réalité géopolitique, a-t-il ajouté. Selon le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la situation des droits de l'homme en Algérie continue à susciter beaucoup d'inquiétudes tant sur le plan interne qu'à l'extérieur du pays. Aux violations quotidiennes des droits les plus élémentaires où les dépositaires de l'autorité publique exercent leur mission avec zèle et violence verbale encouragée en cela par les tenants du tout sécuritaire. Il est vrai que le dispositif judiciaire mis en place n'avait que pour seule vocation terroriser les citoyens, les militants politiques et associatifs. L'article 87 bis, qu'il faut-il le rappeler, mit sous contrôle judiciaire l'ensemble de la société, des partis et associations autonomes. Cette situation ne peut durer raisonnablement dans le temps. Elle risque de devenir ingérable et peut entraîner d'autres drames du type du regretté Debbazi, Rabbi Yarham, qu'il faut le rappeler, est décédé alors qu'il était sous la responsabilité exclusif de l'État et qui, comble de la honte, a amené le ministre de la Justice à intervenir et exhiber un certificat médical attestant de la mort naturelle du regretté Debbazi. L'Algérie est plus à l'aise à établir des mandats d'arrêt pour des citoyens de l'opposition que d'utiliser les voies qui permettraient de ramener sur le sol national les généraux en fuite, les ministres corrompus et tous ceux qui ont participé au dépeçage de l'Algérie. Tout le système de l'Algérie nouvelle de Tebboune repose sur le mensonge, le déni de réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. Le maintien de ce régime devient une véritable menace pour le pays. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Algérie rappelée à l'ordre
C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous depuis Alger, mais aussi Dr Hamid Mhenni, médecin, militant des droits de l'homme. Il est avec nous via Skype depuis Genève. Dr Hamid Mhenni, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Ramadan. Merci beaucoup. Salam alaikum d'abord et Sahar Ramadan. Et puis, merci beaucoup de m'avoir invité. Et je salue l'équipe de Magharibiya, les invités et toutes les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir le professeur Nordin Aoussat, universitaire, écrivain, conférencier. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Sir Nordin, bonsoir. Salam alaikum. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Salam alaikum à toi, à toute l'équipe qui est derrière l'écran. Et aussi, je dis salam alaikum à tous les Algériens et Algériennes. On dit Ramadan Mubarak, Inch'Allah. Ramadan Mubarak, Sir Nordin, à toi aussi. Comme j'ai le plaisir aussi d'accueillir, comme je l'ai annoncé, M. Karim Tabou, opposant politique, qui est avec nous depuis Alger. Si Karim, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Ramadan, M. Tabou. Merci, Barakallahu Fik. Merci de l'invitation et puis Sahar Ramadan comme jami'an. عمال قناة المغاربية متتبعي قناة المغاربية الأحرار في الجزائر وفي الخارج وكل الجزائريين حيثما كانوا. بارك الله فيك سي كريم يعطيك الصحة. Karim Tabou, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, on va revenir sur la question des droits de l'homme en Algérie parce que lors de la deuxième session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc, il y a eu beaucoup de recommandations, 290 en tout, 216 ont été acceptées d'après donc la présidence du Conseil sur bien sûr l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question, Karim Tabou? Sachant aussi que vous avez fait de la prison, Karim Tabou, parce que vous êtes un homme, un opposant politique, vous êtes un homme politique, mais aussi il y a beaucoup de dérives en termes des droits de l'homme en Algérie. Karim Tabou. Si je dois donner un avis sur la question des droits de l'homme, je reprends une phrase chère au regretté Hussein Ahmed qui disait qu'en Algérie, il faut d'abord avoir le droit d'avoir des droits, puisque nous sommes considérés comme étant des sujets. L'Algérien n'est pas considéré comme citoyen. Et nous sommes dans un pays, d'abord la notion des droits de l'homme est perçue par le pouvoir comme une notion, un domaine, un concept étranger, puisque lui, il est ancré dans la culture de la violence, il est ancré dans la culture du coup d'État, il est ancré dans la répression. Nous avons un système politique fondé sur la doctrine sécuritaire, sur la logique sécuritaire. Il considère que tout ce qui sort de ce cadre, il est considéré comme un luxe occidental, parfois. Il est considéré comme la main étrangère, assez souvent. Et il est considéré comme une menace, comme étranger aux valeurs, entre guillemets, puisque dans la réalité, nous avons un pouvoir sans valeur, sans principe, sans religion, sans langue. Et donc, les systèmes politiques comme le nôtre, le pouvoir politique comme le nôtre en Algérie, qui est fondé et construit sur la doctrine sécuritaire, fait donc de la violence, de la surveillance de la population, de la logique punitive même envers la population,
une philosophie de gestion, une manière de gérer les affaires du pays. Un des piliers essentiels sur lequel est bâti le système politique algérien, c'est justement la violence, puisque le pouvoir exerce le monopole sur, d'abord, les services de sécurité. Il en fait un moyen politique. Deuxième des choses, en Algérie, tout le monde sait, en tout cas les opposants, les vrais, savent très bien que derrière cette façade civile, derrière ces institutions fantoches, il y a la police politique qui continue de gérer les affaires du pays. Je suis tenté de dire même le chef de l'État est le sujet justement de la police politique. Et donc, lorsque vous avez un système qui est fondé sur ces principes-là, très clairement, la violence et la notion des droits de l'homme devient d'abord un sujet tabou pour le pouvoir et pour les citoyens, ils vivent la violation de plein fouet. Et je passe sur un élément qu'on n'aborde pas assez dans nos débats, le principe des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont unis et indivisibles. On n'aborde pas généralement dans nos débats les droits sociaux, les droits culturels, les droits économiques. Nous nous sommes trop focalisés sur les droits politiques parce que, en fait, l'Algérien n'a même pas le droit de s'exprimer. Et nous avons vu, en termes législatifs, la logique justement sécuritaire a fait qu'on n'a pas épargné de la logique justement de surveillance et de la judiciarisation de la vie politique, sociale et économique. On a vu le pouvoir interdire des syndicats, remettre en cause le droit de grève, dissoudre des associations, interdire des activités de partis politiques, suspendre les libertés publiques d'une manière continue et inexpliquée. Et on a bien vu que, justement, sur la législation, le pouvoir a profité de la crise Covid, il a profité d'un contexte international pour promulguer des lois qui sont d'abord contraires aux engagements de l'Algérie sur le plan international, puisque l'Algérie, sur le plan international, elle donne l'apparence d'un pays normal, d'un pays démocratique, d'un pays qui compte des femmes au Parlement, d'un pays qui compte beaucoup de partis, d'un pays qui compte beaucoup de journaux. Le chef de l'État passe son temps à nous dire qu'il y a 180 journaux, il y a 8000 journalistes. Mais la réalité est que le plus d'élections ne veut pas démocratie, le plus de partis ne veut pas dire pluralisme, le plus de paroles ne dit pas vérité, ne fait pas vérité. Donc lorsque vous ramassez tout ça, vous allez vous apercevoir que le système politique en Algérie, il reste le même, fondé sur la violence, sur la répression. Et d'ailleurs, quand j'évoquais la législation depuis Covid, la crise Covid à ce jour, le pouvoir a renforcé le dispositif entre guillemets légal, mais qui justifie la répression. D'abord, en ayant mis une loi dans laquelle le pouvoir se donne le droit de nommer qui il veut, n'importe quelle organisation, la qualifier d'organisation terroriste. C'est ce qui fait que le mouvement MAC et le mouvement Rachad ont été considérés comme mouvements terroristes. Et puis, après avoir classé ces deux organisations de mouvements terroristes, on cherche les prétextes, on cherche les raisons, on cherche les motifs. Vous voyez très bien que les choses sont avant tout des choses politiques. Et puis l'article 87 bis vient bétonner justement la situation, puisque le pouvoir considère que tout débat qui ne soit pas dans les espaces qu'il a lui-même fixés, c'est-à-dire le débat doit se dérouler dans un cadre entre parenthèses constitutionnel. On ne peut pas, on ne laisse pas les Algériens avoir le droit d'envisager une autre manière de penser que celle du pouvoir. Et en dernier, personnellement, je sens que depuis le Hirak, le pouvoir
est en train de réprimer tout plus que cela, et il est en train de prendre sa revanche, entre guillemets, pour essayer d'étouffer toutes les voix discordantes, pour essayer de soumettre le peuple algérien par la violence. Mais encore une fois, l'histoire a bien montré que les peuples, que les volontés du peuple sont bien au-delà des petits calculs de despotes et de petits calculs de tyrans qui peuvent rester dans leur citadelle, mais les peuples, ils sont là, ils sont dynamiques, ils sont à la recherche de la liberté. Et je suis convaincu personnellement que quel que soit quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que le peuple ira. Très bien. Restez avec nous, Karim Tamou. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais on va donner la parole à nos invités aussi, Dr Hamid Mhenni, qui était présent hier donc à cette 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Docteur, si on revient un peu, bien sûr, que sur ces recommandations, l'Algérie a été rappelée, surtout sur l'article 87 bis, comme ça a été dit par M. Karim Tabou. Quel est votre récit donc, de cette session? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien sûr que le représentant algérien, M. Lezhar Soualem, a fait des déclarations. Par exemple, sur la justice, il dit qu'il n'est pas correct ni soutenable de dire que la justice n'est pas indépendante en Algérie. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, organe composé majoritairement de magistrats qui en Algérie organisent et gèrent les affectations et les carrières des magistrats. Docteur Mhenni. Oui, merci Nassar. D'abord, j'aimerais juste dire quelque chose. C'est que le 22 février 2019, le peuple algérien, il s'est soulevé contre un 5e mandat d'un monsieur qui était grabataire, gravement malade, absent pendant pas mal de temps, pour dire voilà, moi je veux plus ce mode de gouvernance. Et à partir de là, il y a eu deux logiques qui s'affrontèrent et qui s'affrontent toujours. Une, celle du peuple qui veut un changement de mode de gouvernance, une liberté et surtout un retour de sa souveraineté. La deuxième logique, c'est celle du pouvoir qui dit voilà, l'ancien président, il a démissionné, allez, on retourne circuler, il n'y a plus rien à voir, on reprend la situation comme elle était auparavant. Donc, il y a une deuxième logique, celle de l'immobilisme. À partir de là, il y a affrontement. Et donc, quand on dit qu'il y a affrontement, c'est qui détient les services de sécurité, l'appareil répressif, c'est le pouvoir. Et donc, il va essayer, au lieu de dialoguer, de discuter, de trouver des compromis, il va essayer d'utiliser, puisqu'il ne veut pas de changement, il va utiliser les services de sécurité. À partir de là, c'est clair, quand il utilise les services de sécurité, étant donné la nature même du conflit, qui est le peuple étant pacifique, il est sorti faire des manifestations, revoir avec des slogans clairs et nets, propres. Il n'y a aucune ambiguïté sur ces revendications. À partir de là, les tenants du pouvoir, et qui sont les militaires, c'est eux les tenants de facto du pouvoir, ont décidé que non, il n'y aurait pas de changement. À partir de là, étant donné donc la nature du conflit, le pouvoir a commencé à légiférer et à utiliser un dispositif anti-répressif. Déjà en 2021, durant la Covid, carrément en catimini, il a sorti un certain nombre de lois. Mais ce dispositif n'a pas donné tous les résultats escomptés. À partir de là, il a augmenté d'un cran il a utilisé un dispositif antiterroriste. Comme ça, pour faire plus peur, pour arrêter le maximum d'activistes, emprisonnés, condamnés ou donner des amendes. Et donc, il y a eu cette histoire d'ordonnance de 21
8 donc qui a été mise en application et qui est dangereuse. À partir de là, le problème, si on retourne à ce que a dit le représentant, d'ailleurs, moi je l'ai entendu déjà lors... Vous étiez présent, Dr Mhenni, juste pour rappeler nos téléspectateurs. Vous étiez présent à cette session, 52e session du Conseil des droits de l'homme donc à Genève. Voilà. Au mois de novembre, il y avait le ministre de la Justice qui était là. Moi, j'étais aussi là, je l'ai entendu. En fait, ils ont toujours les mêmes refrains qui répètent. C'est que la définition du terrorisme, elle n'est pas claire du point de vue international, etc. Mais, en fait, ils ignorent qu'il y a eu des résolutions des Nations Unies qui disent que la définition du terrorisme et les crimes étroitement liés doivent être accessibles, formulés avec précision, sans discrimination et surtout non rétroactive. Ça, c'est la définition des instances onusiennes. Maintenant... Docteur, je vais vous laisser continuer, mais avant, permettez-moi juste, on va écouter ce qu'a déclaré le représentant donc permanent de l'Algérie, Monsieur Lezhar Soualem, sur cette question de terrorisme. On l'écoute et je reviens à vous, docteur, très rapidement. هناك إشارة إلى تصنيف المنظمات وتحديد الأفراد. بلادي مثل العديد من البلاد الأخرى وضع وفقا للمعايير تعريف للإرهاب يتناسب وواقعه الجيوسياسي وواقعه الإقليمي. لم نفعل أي شيء أقل من المعايير ونتعاون مع آليات الأمم المتحدة وفي الختام Donc, il a rappelé que la communauté internationale n'est toujours pas parvenue à ce jour à une définition agréée par tous du dit phénomène, donc du terrorisme. L'Algérie applique une définition du terrorisme qui correspond à son contexte et à sa réalité géopolitique. Docteur. Alors, ce que lui, il a dit, et avant lui, le ministre de la Justice, ils l'ont dit, mais ça, c'est complètement... Quand vous prenez un caricaturiste comme Riles Aynouch, lui, il a été accusé de terrorisme. On peut se demander qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir mériter cela. Quand vous regardez beaucoup... Et la définition de l'ONU, elle place très très bien les éléments. La définition doit préciser exactement ce qu'on reproche à la personne. Maintenant, les pratiques de droit international, ils le disent, les moyens qui sont utilisés doivent être mortels, l'intention de l'acte doit être de susciter la peur au sein de la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose. Et l'objectif doit être de promouvoir un objectif idéologique. Quand vous regardez les personnes qui ont été traînées dans les tribunaux sous cette ordonnance-là, vous verrez qu'il n'y en a aucun qui répond à tous ces critères. Il y a quand même des pratiques, il y a des résolutions des Nations Unies, mais moi, ça ne m'étonnerait pas de la part de ce pouvoir. Ils disent n'importe quoi pour essayer de justifier. Par ailleurs, si le terrorisme, il existe depuis 30 ans, comment se fait-il que ces gens-là qui prennent des milliards de dollars n'arrivent même pas à jubiler? Donc, ils ont échoué pendant plus que 30 ans. S'ils ont échoué, ils n'ont plus la légitimité de rester pour pouvoir combattre ce terrorisme. Si terrorisme il y a. Ont une certaine sensibilité vis-à-vis du terrorisme et donc ils craignent toujours ce terrorisme et eux ils se cachent, ils veulent vendre l'histoire comme quoi en Algérie c'est le terrorisme. Mais les temps ont changé. Toutes les organisations, ils le répètent et ils le disent à haute voix.
arrêtez, ils le disent au pouvoir, arrêtez de raconter n'importe quoi. Très bien, docteur. Les temps ont changé, vous êtes en train de dire. Senordine, à vous la parole. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette question des droits de l'homme? On a écouté bien sûr le représentant permanent de l'Algérie qui a parlé bien sûr de la question des droits de l'homme, qui a parlé aussi de la question, la définition du terrorisme. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter bien sûr Tebboune qui, dans une interview, a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques, que c'était le mensonge du siècle. On l'écoute et je reviens à vous, Senordi. اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الشمال وداخل قبة البرلمان فقط. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور. انت الوظيفة تاعك ما يعطيكش حصانة باش تشتم فلان ولا تشتم الأمير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدولة ولا مهما كانت صفتك. Senordine, l'Algérie bien sûr a été rappelée à l'ordre par rapport à cette question des droits de l'homme. Votre réaction, Senordine? Bon, ma réaction, c'est par rapport aux droits de l'homme, pas par rapport à Tebboune, parce que Tebboune, moi, j'abandonne, je ne fais plus de commentaires sur ce que dit ce monsieur. Ça me rappelle, les temps ont changé, disait notre ami Hamid de Genève, mais pas pour l'Algérie, pas pour le pouvoir, parce que pour le pouvoir, qui nous parle de droits et responsabilité, ça me rappelle le début des années 80 quand on nous parlait de démocratia al-mas'oula. Démocratia al-mas'oula, la démocratie responsable, comme si il disait au peuple, d'accord, on vous donnera un peu de démocratie, mais vous êtes responsable. Attention, on n'a pas besoin de dire ça. Là où on parle de droit, on parle de devoir. Et les Algériens n'ont jamais manqué à leur devoir envers, je dirais, la nation. Ils savent cela. Ce dont ils manquent, c'est bien de droit, le droit au sens universel. On n'a pas besoin d'avoir une définition universelle pour savoir ce qu'est un terrorisme. Un terrorisme, c'est quand vous terrorisez un citoyen pour des droits qui sont les siens. Quand on vient de la voir à l'instant, Madame Amel Naili, qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Tous les vendredis, elle marque le nombre auquel on est arrivé de vendredi depuis le 22 février. Par exemple, elle met 210, vendredi 210, et elle marque une phrase dans un arabe châtié avec je dirais, une leçon, un message très pertinent. Voilà tout ce qu'elle fait, cette dame. Et comment on peut oser considérer que ce que fait cette dame, et d'autres nombreux aussi qu'on mêle, et qu'ils en soient remerciés et qu'on leur exprime toute notre gratitude et aussi nos salutations pour ce qu'ils font pour leur pays. Donc le terrorisme, c'est clair. Quand on empêche le syndicaliste de faire du syndicalisme, quand on empêche le politique de faire de la politique, quand on empêche le commerçant, oui, le commerçant, je dis bien le commerçant. On a considéré comme c'était des actes terroristes des commerçants qui gèrent leur stock comme bon leur semble. Mais quelqu'un qui stocke de la marchandise parce qu'il l'a payé cher, il attend le moment pour gagner une marge qui couvre ses charges pour la vendre. Comment considérer cet acte-là comme un acte terroriste au point où ils ont été, de la bouche même de ce Abdelmajid Tebboune et d'autres, considérés comme des actes antinationaux, comme des actes de déstabilisation du pays? Non, il est, je dirais, clair pour tout le monde
que ce pouvoir, n'ayant pas de réponse, comme ça a été dit par les deux invités que je salue tout à l'heure, n'ayant pas de réponse à cette situation, dans sa fuite en avant et dans son déni, comme tu l'as si bien dit, Sénassar, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans la répression, il va dans je dirais la brutalité des peines, l'abus des arrestations, l'abus de mise sous mandat dépôt, l'abus de mise sous contrôle judiciaire, et tout ça, bien entendu, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. L'État qui terrorise son peuple, qui terrorise toutes les voix qui s'expriment autrement que ce qu'ils désirent entendre, à savoir des louanges pour une chose pour laquelle il ne mérite rien, il n'a rien fait de bon pour être, je dirais, cité positivement, qu'on parle de lui positivement. Un pouvoir comme le pouvoir algérien, c'est un pouvoir depuis toujours, depuis 62, c'est un pouvoir totalitaire au sens propre du terme, à savoir qu'il veut contrôler la totalité des organisations de masse, de contrôler la totalité des politiques, de contrôler la totalité de la presse, et il continue à le faire parce que les temps ont changé, sauf lui qui n'a pas compris que les temps ont changé et qu'il faut qu'ils changent. Très bien. Restez avec nous, c'est Nourdine. Je vais revenir à Karim Tabou. Si Karim, cette politique du tout sécuritaire qu'on est en train de voir depuis le début du Hirak, mais elle s'est accentuée, bien sûr, ces derniers mois. Est-ce que vous pensez que ce régime est dans l'impasse politique, bien sûr, comme ça a été réclamé par le Hirak, pour un changement radical du système, et est-ce qu'il peut continuer à gérer l'Algérie de cette façon? Enfin, je dirais que les logiques répressives sécuritaires ne datent pas de l'après Chirac. Vous savez, si vous regardez par rétroviseur, vous allez vous apercevoir que trois guerres, trois sales guerres se sont déroulées après la Deuxième Guerre mondiale. Je passe sur l'invasion de l'Irak, sur ce qui se passe en Libye, en Syrie. Mais les années 90, il y a eu la guerre en Yougoslavie, qui s'est terminée par un tribunal pénal international. Il y a eu le génocide du Rwanda, qui s'est terminé également par un tribunal pénal international. Et l'Algérie a fait exception. C'est un pays où on a tué 250 000 morts. Et aucun n'a été tenu responsable pour ce qui s'est passé. Bien plus, le pouvoir s'est donné une impunité à travers la loi, si vous vous souvenez bien, dite de la paix et de la réconciliation nationale. Et non seulement il s'est donné une auto-impunité, c'est qu'il a interdit aux militants, aux organisations, aux universitaires, aux historiens d'évoquer ces questions-là au risque d'être perçus comme de l'incitation à la discorde, etc. Donc, les logiques sécuritaires, ils étaient là et depuis toujours. Le premier acte par lequel le pouvoir en Algérie s'est installé, c'était un acte de coup d'État, un renversement. Et par la suite, il y a eu toute une série d'éliminations physiques, de liquidations physiques, et je cite depuis Khider, en passant par Karim Belkacem, Ma'lim Sili, et on a eu un chef de l'État exécuté en direct à la télévision. Et depuis, nous avons vécu une décennie noire qui a connu de graves violences. Et après, vous avez les responsables de ces situations parce que le peuple algérien a demandé justice, parce que le peuple algérien a demandé que l'on change de cap, parce que le peuple algérien a assumé ses responsabilités en revendiquant très clairement le changement radical pour aller vers un état de droit.
les vieux démons sont toujours là. Ils se sont encore repris le poil de la bête et ils sont là, ils essayent par tous les moyens de taire toutes les voix qui sont de nature à poser les débats sur la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence, le respect des droits de l'homme, l'état de droit, l'indépendance de la justice. Tous ces concepts-là font peur à ce pouvoir parce que, au fait, si vous évoquez n'importe quel sujet, si vous touchez à n'importe quelle crise, si vous engagez n'importe quelle investigation, eh bien, vous allez remonter à la source, vous allez trouver que la crise de ce pays n'est pas seulement la crise de l'hôpital, la crise de l'école, la crise de l'université, elle est avant tout une crise politique. Et la crise politique, le pouvoir en assumera l'entière responsabilité de ce qui est arrivé à ce pays depuis toujours, et notamment ce que vivent les Algériens actuellement comme difficulté, autant sur le plan politique que sur le plan économique, que sur le plan social. Et vous voyez très bien que le pouvoir, à défaut de trouver des solutions pour les problèmes que soulèvent les Algériens, il trouve plus expéditif, plus facile de mettre les Algériens derrière les murs et dans les prisons et les empêcher de parler. Et il pense que c'est comme ça qu'il va sévir et qu'il va rester sur place. Merci beaucoup, Karim Tabou. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Karim Tabou qui était avec nous depuis Alger, opposant politique. Docteur Habib Mhenni, je vais revenir à vous. Bien sûr, on va écouter avant la déclaration de M. Lazhar Soualem, donc le représentant permanent algérien à Genève. On va l'écouter sur la question des journaux, la fermeture des journaux. Bien sûr, il faut rappeler, plusieurs journalistes ont été emprisonnés. Le dernier, c'est Ahsan Qadi. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme. On écoute M. Lazhar Soualem, mais je reviens à vous, Dr Mhenni et Nourdin Hafsa. بشأن موضوع المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، أود أن أذكر أن إعلان الأمم المتحدة عنوانه الإعلان الخاص بحقوق وواجبات الأفراد والمجموعات. هنا التوازن أن يتم الادعاء بإغلاق جرائد بأمر من السلطات، هذا أمر خاطئ. الإغلاق كان لأسباب ماليات تجارية ولم تتمكن من مواجهة الانتقال إلى العالم الرقمي. Docteur Habib Mhenni, bien sûr, vous étiez là, vous avez écouté Lazhar Soualem sur cette question donc de la liberté de la presse. Bien sûr, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il a fait Ahsan Qadi pour se retrouver en prison? Votre réaction, docteur? Juste d'abord, j'aimerais juste dire à Nourdin, il y a une chose. Dans les droits de l'homme, si j'ai tout à l'heure rappelé les définitions, dans les droits humains, quand vous rentrez dans l'arène des droits humains, vous ne faites pas de politique, vous faites du droit. Comme on dit, pour expliquer très banalement, la faculté de droit, c'est la faculté de droit, la faculté des sciences politiques, c'est la faculté des sciences politiques. Vous ne faites pas de politique et ce n'est pas permis. Mais ça, c'est mon ami Nourdin, il le sait, je n'en doute en aucun cas. C'est une raison, je comprends tout à fait ce qu'il dit. Moi-même, je tiens ce discours. Mais quand on rentre dans cette arène-là, on est obligé de parler argument contre argument. Il faut être factuel, etc. On ne peut pas se permettre de... C'est comme dans le commerce. Je ne vais pas venir faire de la politique alors que, par exemple, on fait du commerce. Les gens parlent prix, les gens parlent qualité de l'efficacité, le prix, la qualité, etc. Je ne vais pas parler de... C'est le même principe. Donc, on rentre avec des définitions pour essayer d'argumenter et essayer de leur donner. Par ailleurs, c'est vrai que la violence n'a pas commencé après le 2019.
Elle date même avant 62, quand les Algériens ont tué des Algériens. Allah yarhamou Ben Hamdan est un exemple. Et il y en a d'autres. Bon, le problème maintenant, concernant la presse, ce régime dit n'importe quoi. Il fait tout pour boucler, en quelque sorte, la bouche à tous les gens ou toute personne qui a un discours discordant. Maintenant, les prétextes, etc. Dans ce cas-là, si c'est monsieur... comment il s'appelle? Si c'était le journaliste qui est en question, alors pourquoi fermer Maghreb Émergent? Pourquoi fermer Radio Am? Pourquoi fermer une entité alors que c'est le journaliste qui est responsable? Et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit pour pouvoir mériter ça? Le président, qui je rappelle est un mythomane, parce que quand quelqu'un ment une fois, on l'appelle menteur. Quand il ment 2 fois, il reste quand même menteur. Mais quand il commence à mentir, mais d'une manière sans arrêter, sous l'impulsion, ça s'appelle, dans la définition en psychiatrie, ça s'appelle mythomane. Un mythomane, le kleptomane, c'est la même chose. Quand vous volez 1 fois, 2 fois, vous êtes un voleur. Mais quand vous volez tout le temps et sans raison, etc., sous l'impulsion, vous devenez un kleptomane. Et surtout les mots qu'il a utilisés, docteur, comme Khabarji, avant même que la personne soit présentée devant la justice. Oui, si le journaliste, il est considéré comme un délateur, mais dans quel siècle on vit? Les journalistes sont faits pour pouvoir ramener des informations. Maintenant, ces informations doivent être justes et ils connaissent, vous connaissez tout à fait votre travail, vous savez comment il faudrait vérifier la véracité de l'information et ainsi de suite. Maintenant, si il nous raconte que parce qu'il a 180 titres et 8000 journalistes, que la liberté de l'expression, elle est consacrée en Algérie, je m'excuse, c'est que c'est complètement erroné. Lui qui a été en Allemagne peut se faire soigner, il pouvait voir la presse si il voulait réellement voir comment les presses fonctionnent, il n'a qu'à faire des visites et essayer d'apprendre. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est un pouvoir qui n'a ni envie que l'Algérien manifeste, ni qui garde la liberté d'expression pour pouvoir exprimer. Moi, il dit, les gens, ils insultent, etc. Moi, je n'ai jamais entendu. S'ils insultent, il a des enregistrements. Qui nous les sort? Qui c'est qui insulte? Personnellement, moi, j'accepterais même pas que devant lui ou devant tout Algérien, qu'on l'insulte. C'est insulter la dignité de l'humain. Pourquoi l'insulter? Est-ce qu'avec les insultes, on va avancer? Donc, lui, il nous emmène vers un débat qui n'existe même pas, parce qu'on sait pertinemment que leur objectif, c'est de fermer la bouche à toute voix discordante, empêcher toute presse libre. Vous n'avez qu'à, en arrêtant Ihsan Ravi, vous n'avez qu'à voir la presse internationale le lendemain. Tous les journaux du monde, anglo-saxons, francophones, arabophones, etc., ils ont commencé à parler de Ihsan Ravi et notamment de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Maintenant, s'il y a un problème, reste avec nous, docteur. On va juste donner un peu de temps à Nourdine. Nourdine Awsat, cette question donc des droits de l'homme, est-ce que vous pensez qu'elle fait mal à ce pouvoir, à ce régime, surtout quand elle est soulevée dans des institutions comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU? L'Algérie, bien sûr, a été rappelée à l'ordre plusieurs fois. Est-ce que vous pensez que ce travail est très important si on veut faire avancer les choses en termes des droits de l'homme? Bien entendu. Donc, je dirais que le travail que fait le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est de nature à bousculer ce pouvoir, à l'interpeller, à l'acculer en quelque sorte, à être plus regardant sur ces questions-là, les questions de droits de l'homme. Mais comme il vient de le préciser, c'est Mahni, donc il a toujours des échappatoires. Ils ont toujours des échappatoires, ces pouvoirs-là, à se cacher derrière des définitions. Comme il y a absence de définition, donc juridique, universelle. Donc nous, selon notre définition ad hoc,
local, nous ne faisons pas de violation des droits de l'homme. Bien entendu que ce pouvoir, ça lui fait mal, ce travail-là. Donc, quand il y a des associations à l'étranger, ici en France, en Suisse ou ailleurs, qui le bousculent, qui lui rappellent ces violations des droits de l'homme, ça a toujours son utilité, ça a toujours, bien entendu, ça fait avancer la chose, ça fait avancer la cause. Mais pas que ça, on peut pas je dirais reposer sur cela parce que ça risque de prendre du temps. Je dirais, je ne comprends pas comment en Algérie un représentant de l'État algérien puisse se cacher derrière cette absence de définition du terrorisme, alors que nous, l'Algérie, dans notre histoire, la France, comment traiter le peuple algérien, comment elle traitait les combattants algériens, comment elle traitait le peuple qui soutenait ces combattants pour la liberté, pour la libération du pays. Tout le monde était terroriste. Les combattants étaient terroristes. Le FLN, le Front de Libération Nationale, était terroriste. Le GPRA, par la suite, qui le représentait, c'était des représentants d'un mouvement terroriste. On devrait quand même avoir honte, mais on sait bien que ce pouvoir n'a honte de rien, aucune pudeur, aucune dignité. Comment on va utiliser la même arme que le colonialisme, que l'armée française avait utilisé contre le peuple algérien? Aujourd'hui, ce pouvoir algérien utilise la même rhétorique, les mêmes arguments, la même propagande contre son peuple et contre ses opposants. Je dirais que il reste quand même le point fondamental. Ce pouvoir, on sait comment il est, on sait ses limites, on sait qu'il n'a aucune solution. Et c'est quoi ce point fondamental, Senordi? Comment? C'est quoi le point fondamental? Oui, le point fondamental, c'est Nassar, à moins de tomber dans le populisme, c'est de voir de notre côté à nous, le peuple, l'ensemble du peuple qui n'est pas content, qui veut que ce pouvoir parte. Qu'est-ce que nous faisons pour aplanir les différends? Qu'est-ce que nous faisons pour lever les appréhensions? Qu'est-ce que nous attendons pour aller les uns vers les autres et poser une vision, une plateforme commune pour donner exemple à ce peuple et lui dire que nous ne voulons pas l'effondrement de l'Algérie, mais nous voulons son changement face à ce pouvoir, face à ce système qui est obsolète, qui est moribond. Voilà. Et donc, il faut se regarder soi-même. Moi, je refuse à Sénassal, je suis comme ça, je refuse à seulement pointer du doigt ce pouvoir dont toutes les tares du monde, il les rassemble. Mais aussi, il faut qu'on se regarde remettre en cause une certaine limite. Qu'est-ce que nous attendons? Très bien. Je vais revenir à vous. Si vous voulez réagir, docteur, très rapidement. On me dit qu'il me reste presque 2 minutes, 1 minute chacun. Très rapidement, c'est docteur. Docteur. Bon, moi je dirais juste une chose. Pour ne pas rester uniquement dans vous savez, la question des droits de l'homme, si vous avez vu le rapport du département d'État américain, il a décrit en détail les violations des droits de l'homme en Algérie. Même Amnesty International, docteur, alors que Tebboune avait dit qu'il respectait cette organisation. Tfadal, c'est docteur. Le département d'État américain, il a sorti un rapport récemment. Ce rapport, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. En fait, il est destiné plus au pouvoir qu'au peuple algérien. Pour dire au pouvoir, nous savons ce que vous faites. Nous savons ce que vous faites. Maintenant, il y a, pour pouvoir acquérir, pour que le peuple retrouve sa souveraineté et gagner la bataille
politique, et politiquement, il peut la gagner puisqu'il en a gagné la première mi-temps. Il lui reste la deuxième mi-temps, si on veut faire une analogie par rapport au foot. La première partie, c'est le Hirak qui a ouvert les yeux au peuple en lui disant « Regarde qui c'est qui te gouverne, regarde comment tu es gouverné et voilà comment il doit être gouverné. » Et à partir de là, la réussite politique, elle arrivera. L'Algérie, elle a gagné contre Très bien. La réussite politique, elle arrivera, docteur Sinordine. 30 secondes, je dois clore l'émission. Tfadal Sinordine. D'accord. Donc 30 secondes. Je profite de ces 30 secondes, oui, qu'elle doit avancer pour rendre hommage à nos concitoyens algériens, un groupe de concitoyens qui font des actions ciblées et très positives. Ils se mettent devant les universités, ils se mettent devant les organes de presse et ils interpellent les étudiants, ils interpellent les passants. C'est une action que je salue et dont nous pouvons soutenir et multiplier pour faire avancer les choses. Ce pouvoir, de toutes les façons, c'est une question de temps et finira par partir. Merci beaucoup, Sinordine. Nordine Aoussat, universitaire, écrivain, conférencier. Il était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, docteur Hamid Mhenni, médecin, militant des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Genève. Et merci aussi à Karim Tabou, opposant politique. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.